Bien, allons-y. Donc merci, bonjour à tous. Donc, bien, en guise d'introduction, je vais vous présenter l'agenda du coup de ce webinaire. On vous présentera dans un premier temps Codagis, notre partenariat avec Cybereason et donc le rôle d'Infinigate dans ce partenariat. Par la suite, on vous présentera rapidement les endpoints, qu'est-ce que c'est finalement et les impacts potentiels liés à des incidents de sécurité sur ceux-ci. Du coup, la stratégie de défense qui est intéressante d'implémenter. Vous aurez ensuite des exemples, 2 exemples concrets d'utilisation de l'EDR, à travers justement d'une part l'analyse d'une attaque et d'autre part, éventuellement la recherche, qu'on appelle, donc du threat hunting sur des signes faibles. Et puis en dernier point avant la question-réponse, on vous présentera, le fonctionnement et donc l'outcome, donc les bénéfices de la mise en place d'un SOC EDR, en l'occurrence celui que nous proposons. Alors, donc justement, rapide présentation de Codagis. Codagis, donc c'est une ESN d'à peu près 130 personnes, 130 personnes, dont l'objectif principal, c'est effectivement d'apporter, des services, digitaux à nos clients. Donc on a une partie intégration pour l'intégration de solutions type, ITSM, ITM, ITOA. On fait également l'intégration, en l'occurrence de solutions, d'EDR. On a également son pendant, on va dire run, qui est un centre de service IT, donc Ecodagis Managed Services. Donc là, c'est les centres de support, service manager, et ce qui va avec pour faire du run. Et donc, on a un petit peu une jointure qui s'appelle Codagis Digital Security, que je vais vous présenter, qui intervient sur les aspects cyber. Ce que je n'ai pas cité, c'est Codagis Consulting, où là, on fait profiter de l'expertise en fait, de nos ressources sur les périmètres télécoms en proposant essentiellement de l'assistance technique. Donc, justement, sur la partie cybersécurité, donc on a 3 grands silos. Une partie audit, où vous retrouvez essentiellement les grandes portées de l'habilitation passive. Donc, audit d'archi, audit d'orga, audit de conf, des intrusions, et d'autres types d'audits. En conseil, on propose de la conformité, donc à 27001, NIS, RGPD, de l'analyse de risque, de l'accompagnement sur de la sécurité, de la gouvernance, donc l'écriture de CCTP par exemple, l'accompagnement sur l'écriture de BSSI, de la sensibilisation, on fait du phishing, on propose des workshops de sensibilisation, on propose des solutions de e-learning, par exemple. Et on intervient sur des aspects liés soit à l'IAM, soit MCO, MCS, dans le cadre d'écriture de processus. Et donc aujourd'hui, on s'intéressera essentiellement sur la partie SOC, notamment l'intervention sur le périmètre EDR, donc récupération d'événements de sécurité, qualification et réponse sur le périmètre technologique. Donc je vais laisser la main à Dorian, donc qui est présent avec nous pour nous présenter en fait Cybereason et Infinigate du coup. Oui, merci France. Donc concernant Infinigate, c'est un distributeur à valeur ajoutée donc qui est aujourd'hui leader européen avec plus de 30 ans d'expérience, avec des équipes dédiées pour le suivi des affaires et l'accompagnement dans le développement commercial, et j'ajouterai également dans le développement technique. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a, en ce qui concerne Cybereason, une équipe dédiée, qu'elle soit commerciale et qu'elle soit technique, à l'accompagnement de nos partenaires voilà, pour leurs clients. Concernant Cybereason, donc c'est un pure player de l'EDR, avec une interface très graphique et intuitive, comme va vous le montrer Jean et moi-même. Et c'est une des solutions aujourd'hui les plus flexibles en termes de déploiement, qui a une approche qui est centrée sur l'opération. Donc Cybereason est arrivé sur le marché français en 2018 et la marque est depuis le 1er novembre 2022 distribuée exclusivement au travers d'Infinigate. Merci Dorian. Alors justement, donc en termes d'organisation, pour faire un petit focus sur l'endpoint, de quoi on parle, donc endpoint, donc équipement de terminaison au niveau du réseau. Donc quand on parle de ces équipements au sein d'SI, on pense aux serveurs, aux workstations classiques, aux smartphones, aux tablettes. On peut parler aussi des imprimantes, des montres connectées, mais nous, on focusera essentiellement sur les 4 premiers. Ce qu'il faut bien voir, c'est que du coup, ça veut dire qu'il y a beaucoup de constructeurs, beaucoup de firmware, beaucoup d'OS, beaucoup d'applications. Donc ça représente potentiellement un sujet
important pour le SI à maintenir, puisqu'il y a une certaine diversité, et ça représente pour un attaquant un sujet relativement intéressant en termes de surface d'attaque. Ce qu'il faut bien, pourquoi est-ce que c'est intéressant pour un attaquant, en fait, les endpoints, et pourquoi c'est un enjeu de la stratégie de défense? Il faut savoir, donc sur les endpoints, on trouve essentiellement donc le patrimoine informationnel, donc on trouve des informations qui peuvent être relativement sensibles, selon la localisation du endpoint et son usage. Ce qui est important aussi, c'est que ces endpoints, ils sont pas forcément tous correctement référencés. Avec l'essor du BIOD, on a tendance à installer des applications ou par exemple sur son smartphone professionnel, ou amener son smartphone dans les locaux. Donc ça peut être aussi un enjeu de sécurité important, puisqu'on n'a pas forcément la main sur ces équipements. Et donc forcément, puisqu'ils représentent un enjeu de sécurité, puisque en fonction de leur nature, vous l'avez bien compris, les 3 critères de la sécurité, disponibilité, intégrité et confidentialité de l'information, sont potentiellement soit un, soit 2, soit les 3 en même temps impactés en cas d'attaque. Donc ça représente un enjeu, et il faut le prendre en compte. Ce qui est important aussi, c'est que vous avez là une petite représentation des différentes attaques de ransomware officielles recensées dans le monde, hein. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, les attaques, elles sont de plus en plus industrialisées, on vous le dit. C'est vrai pour les attaques par déni de service, c'est encore plus vrai pour le ransomware, hein. Aujourd'hui, pour 700 € par an, vous avez un service clé en main pour avoir accès à un type de ransomware, un command and control, et ce qu'il faut en termes de craft pour envoyer un mail avec dedans une payload pour éventuellement jouer avec le ransom. Et un support 24/24/7/7, hein, à nouveau. Donc ça a été industrialisé. C'est industrialisé, et pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on sait que la donnée, elle est importante pour l'attaquant. Il faut savoir aussi que le endpoint, ça peut être un point de rebond potentiel au sein de l'entreprise, hein. Donc aujourd'hui, ça explique pourquoi il y a une grosse attente, en fait, au niveau du périmètre défensif sur la protection des endpoints, mais aussi une violente charge, en fait, au niveau des attaquants. Donc justement, en termes d'impact, comment ça se traduit? Les 3 grands cas d'impact qu'on peut associer à des incidents de sécurité visant le endpoint. Le rançonnage avec le chiffrement des données, ça, l'actualité parle pour moi. Le vol massif de données également, vous êtes sans savoir que en plus du rançonnage, on a surtout la revente des données derrière, et en général et très souvent un espionnage industriel ou étatique, ce qui occasionne du coup derrière potentiellement des pertes de positionnement de marché. Ce qu'il faut savoir également dans le vol de données, et c'est quand même assez important, c'est que derrière, de par les réglementations qui sont en vigueur, on peut avoir des dépôts de plainte pour une sécurité insuffisante, en fait, dans la protection de ces données. Alors du coup, excusez-moi, dans la stratégie de défense qu'il faut mettre en place sur un périmètre endpoint, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors déjà, le sujet le plus important, c'est faut mettre en place une gestion de parc. Soyez étonnés de savoir le nombre de cas d'attaque où, en fait, très souvent, l'attaque venait d'un poste qui n'était pas identifié ou pas correctement positionné, en fait, au sein du SI avec les bonnes politiques de sécurité. Par exemple, le poste d'un prestataire qui est verrouillé, qui se connecte pour faire la maintenance d'un équipement. Justement, au-delà de cette gestion du parc indispensable, il faut le maintenir, ce parc de endpoint, donc faire du maintien en condition opérationnelle ou maintien en condition de sécurité. Donc opérationnel, supervision, maintenance, montée de version, ainsi de suite. Pour le patch management, correctif ou hardening. C'est important de faire une gestion des droits et des habilitations pour savoir quel endpoint peut faire quoi, quel utilisateur sur chaque endpoint peut faire quoi. Sensibiliser les utilisateurs, hein, puisque les attaques de phishing, bizarrement, ciblent certains applicatifs qui sont sur les endpoints. Donc l'utilisateur, on avait fait un webinaire sur le sujet. Je vous invite à nous consulter pour qu'on vous le représente, mais c'est un enjeu, et forcément, nécessairement derrière, malgré toutes ces choses-là, il faut pouvoir traiter les événements de sécurité qui peuvent toucher ces endpoints. Donc concrètement, pourquoi c'est incontournable aujourd'hui l'EDR dans la protection de ces endpoints? Aujourd'hui, l'EDR, c'est un EPP, en fait, finalement, extrêmement évolué, puisque ça embarque des signatures statiques, du comportemental. Ça embarque aussi surtout de l'enrichissement dans la détection, puisqu'on peut prendre de la threat intelligence et prendre, en fait, des marqueurs spécifiques au contexte interne de l'entreprise. On va rajouter de l'information dans le cadre de la corrélation et de l'analyse des événements de sécurité pour contextualiser l'event.
Les capacités d'investigation, grâce à cet enrichissement, elles sont approfondies. On a surtout une vision globale en fait de l'événement au sein du SI. Jean vous en reparlera un petit peu tout à l'heure. Et du coup, ça permet du coup d'aller rapidement en fait de faire le lien entre l'événement de sécurité et l'impact métier, et donc de réagir de manière plus efficace. Il y a des capacités de remédiation et de containment qui sont pré-embarquées. Donc ça, c'est important. Et surtout, on est en capacité de faire une interopérabilité de ces solutions, donc soit dans le cadre de Forensics, soit dans le cadre d'une architecture de détection plus étendue. Donc on peut faire des remontées vers des SIEM ou vers des SOR notamment. Alors, je vais essayer d'Orient justement vous présenter l'approche spécifique de Cybereason. Oui, merci Franz. Donc, le système Cybereason va fonctionner un petit peu comme une pyramide. Donc, l'idée, c'est qu'on va, tout en bas de la pyramide, collecter des métadonnées, beaucoup de métadonnées sur le endpoint. Et c'est vraiment en fait la richesse de la collecte à la base sur la partie réseau, la partie process, etc., qui va être déterminante pour la suite. Donc ces données brutes vont remonter vers le moteur de corrélation dans la base de données de Cybereason, qui est une graph database stockée en mémoire, donc très rapide, mémoire vive. Donc à ce stade de la pyramide, on peut déjà commencer à faire de l'investigation sur des indicateurs de compromission. Et couplé à ça, on a la partie Threat Intelligence qui va venir alimenter notre moteur pour répertorier et référencer les attaques déjà connues issues des différentes sources de Cybereason. Donc c'est ce qu'on va appeler, concernant ces investigations, de la recherche proactive, c'est-à-dire de la détection de signaux faibles. Et ça, on vous le montrera un petit peu ensuite en démo. Donc ensuite, donc l'intelligence artificielle de Cybereason va enquêter et pointer des suspicions et des évidences et les corréler entre elles. Donc des évidences, c'est-à-dire des preuves en français, ce sont des informations bénignes que l'on peut collecter pour les étapes suivantes. Et des suspicions, ce sont des événements suspects, comme des programmes qui sont lancés en élévation de privilèges, par exemple. Donc ces suspicions et évidences corrélées peuvent ensuite générer une opération malicieuse, c'est-à-dire un malop chez Cybereason. Donc la solution va véritablement venir se justifier d'avoir ouvert une opération. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on dit que le malop, donc l'opération, est multi-machine, multi-utilisateur, dynamique et vie à travers le temps. Donc on va retrouver toute la cyberattaque en une seule opération. Par exemple, dans le cas d'un ransomware, en mouvement latéral, c'est-à-dire qui se propage sur le réseau, on va avoir une seule opération qui va nous résumer toutes les attaques, toutes les machines qui auraient été infectées, avec quel utilisateur, quel process, etc. Et c'est d'ailleurs ce fonctionnement qui est propre à Cybereason qui permet aujourd'hui d'avoir l'un des plus faibles taux de faux positifs du marché. Et du coup, merci beaucoup Dorian. Alors, justement, et avant de laisser la parole à Jean et à Dorian, justement, alors, quand on veut mettre en place justement une stratégie de défense, on va remettre un petit peu les choses dans leur contexte. Qu'est-ce qu'on fait? On fait en place une analyse, on réalise une analyse de risque pour tenter de définir sa stratégie de défense, et on va l'axer sur les assets, donc sur les enjeux métiers. Donc ça, jusque-là, la base, hein. On va mettre en place ensuite des solutions, dont le DR. Donc sur le périmètre endpoint, on va mettre des solutions périmétriques, on va mettre des solutions peut-être un petit peu plus étendues au sein du réseau. Et une fois qu'on va avoir mis en place l'ensemble de ces mesures techniques, moi je vais pas parler des mesures organisationnelles, mais elles sont complémentaires et indissociables et indispensables, on va faire un ensemble de contrôles, de tests, on peut parler du pentest, des scans de vulnérabilité, on va faire tourner un petit peu notre MCO, MCS, et nécessairement ce que je vous disais tout à l'heure, hein, et j'insiste là-dessus, les outils c'est bien, les capacités des outils c'est bien, mais ça remplacera jamais finalement réellement le rôle d'un analyste, même si aujourd'hui on peut effectivement automatiser un certain nombre de choses, des rémédiations sur un périmètre précis, le fait de killer un processus par exemple. On peut faire des remontées de tickets automatisés, d'enrichir des tickets, d'envoyer un certain nombre d'informations vers un SIEM. Mais en soi, la qualification en faux positif ou la recherche de signaux faibles, ça ne peut être fait que par un analyste qui a un vrai lien entre les enjeux métiers et les réalités techniques sécurité de l'event qui est en cours, quoi. Alors, je vais laisser du coup la parole à Jean, qui va vous présenter justement l'autopsie d'une attaque à travers le prisme de l'analyse et de l'outil Cybereason. Je te remercie, Franz. Ok. Est-ce que tu peux me laisser la main sur les sites, s'il te plaît?
C'est bon, normalement tu l'as. Je te remercie. Alors, en avant-propos, et très succinctement la méthode de découpage des étapes d'une attaque selon Mitre. Donc, Mitre est une organisation à but non lucratif américaine et l'une des références en termes de méthodologie en cybersécurité. C'est pas la seule, hein, il y en a d'autres, comme le NIST, qui est un peu l'équivalent de l'ANSSI chez nous. Il y a l'OWASP qui est spécialisé dans la partie web, ou le Science Institute, qui ont également développé leur méthodologie, mais Mitre reste la référence actuellement. Donc c'est ce que nous allons voir tout de suite. Donc Mitre découpe les étapes d'une attaque en tactique, technique et procédure. C'est aussi ce qu'on appelle TTP. Alors ce que vous voyez ici, ce sont les tactiques. Ce sont des termes généraux qui varient pas ou très peu dans le temps. Ils décrivent les grandes étapes d'une attaque. Elles montrent que généralement un attaquant commence par récolter de l'information sur sa cible via de la reconnaissance. Ce qu'on voit ici. Une fois que les données sont collectées, sont considérées comme satisfaisantes, on va commencer à mettre en place des outils adaptés pour exploiter ce qu'on a pu commencer à trouver. Et à l'aide de ces outils, on va tenter d'infecter un premier élément du SI pour ensuite sécuriser l'accès à cet élément et après, de façon plus ou moins simultanée, on va tenter d'avoir des privilèges élevés qui vont pouvoir nous permettre de modifier des éléments du SI ou d'accéder à certaines choses qui ne le seraient pas autrement, de cacher ses traces, de cartographier le SI et d'infecter le plus de machines possible, de collecter des informations sensibles, de propager la prise en main à distance et son contrôle sur l'ensemble du SI, pour finir par exfiltrer les données et ensuite manipuler, interrompre ou détruire le système, c'est-à-dire soit laisser de la collecte pour de l'espionnage industriel, ou soit déclencher un cryptolocker ou une interruption de service pour monnayer une rançon. C'est un schéma général. Toutes ces étapes ne sont pas forcément exécutées ou nécessaires, mais elles permettent de couvrir l'ensemble de ce qu'on peut observer actuellement. On va rentrer maintenant juste rapidement dans qu'est-ce que c'est qu'une technique. Donc là, j'ai pris l'exemple de la reconnaissance. Donc on peut voir que derrière la reconnaissance se cache par exemple le scan d'IP block ou les scans de vulnérabilité. Je ne vais pas forcément rentrer dans tous les détails, hein, ça serait trop long, mais le principe, c'est de vous montrer que le principe pour vous décrire ce qui a été utilisé dans l'exemple d'aujourd'hui. Ok, donc dans l'exemple d'aujourd'hui, les techniques suivantes ont été utilisées. Donc la recherche de sites web liés et donc les vulnérabilités associées qui sont liées à la victime, la mise en place d'outils permettant de les exploiter, du phishing afin d'établir une connexion à un poste utilisateur et l'exécution de commandes et de scripts à distance pour essayer d'avoir de la persistance. Je n'ai pas entouré les dernières étapes car c'est à ce moment-là que le DR a bloqué l'attaque. Ok, on va rentrer un peu plus dans le détail sur l'exemple présenté et ce qui a été utilisé. Donc, la première vulnérabilité utilisée, c'est le XSS pour cross-site scripting. Donc, c'est une vulnérabilité souvent classifiée comme faible et donc pas toujours patchée ou vérifiée. On peut voir ici des scores de vulnérabilité qui vont de 0 à 7,5, ce qu'on voit au milieu, et donc sur une échelle qui va de 0 à 10. Ce que permet de faire cette vulnérabilité, donc c'est une vulnérabilité qui permet d'entrer de l'information. Donc on peut le faire via un forum, un chat ou directement dans l'URL. Donc le but d'ajouter ce code, c'est de le faire exécuter par le navigateur de la victime. Donc via cette technique, il est possible de diffuser un malware via un téléchargement automatique ou d'exécuter un script, de réécrire le contenu d'une page ou de rediriger vers un autre site. On peut également récupérer des informations sensibles dans le navigateur de la victime, comme des cookies ou des jetons de session. Seconde vulnérabilité utilisée, c'est une vulnérabilité présente dans le navigateur, donc sur le poste de la victime. Donc, précédemment, j'ai parlé d'une vulnérabilité sur le site. Les navigateurs et les plugins peuvent également avoir des vulnérabilités importantes, ce qui permet, via la connexion initiale générée via la faille XSS, d'aller plus loin. Donc, juste ici, des failles critiques présentes dans des plugins répandus en entreprise, comme WebEx ou Zoom, ont pu être utilisés durant la période Covid
Également, une faille présente sur Firefox afin de montrer qu'il ne s'agit pas simplement d'un problème de plugin. Hein. Donc, dans ces exemples, ce sont des failles à criticité élevée. Donc, pour rappel, ça va de 0 à 10. Donc, de façon schématique, je vais vous présenter l'attaque qui a été utilisée. Donc, lors de la phase de reconnaissance, l'attaquant a un site de support de la cible avec un forum et un chat qui a été identifié comme vulnérable à une faille XSS. Donc j'ai mis des numéros sur les schémas afin que vous puissiez suivre les étapes et éventuellement les retrouver sur la partie EDR. Et donc via le chat, l'attaquant va entrer un lien JavaScript qui va générer une connexion du navigateur vers un site, une URL considérée comme malveillante. Donc la faille XSS fait que le code qui est entré, donc là c'est un exemple que je vous ai mis sur le schéma, est considéré comme faisant partie du site, et donc il n'est pas visible de l'utilisateur dans la fenêtre du chat. On va passer à la suite de la schématisation. Donc l'attaquant, comme dit précédemment, il a préparé des outils pour pouvoir exploiter cette connexion, notamment BIF, qui veut dire Browser Exploitation Framework, qui est spécialisé dans l'exploitation de failles de navigateurs, et Metasploit, qui est un outil général hein, pour tout ce qui est exploitation de failles. Donc avec ces outils, il est possible d'exploiter la faille XSS, une connexion avec le poste de l'entreprise, de scanner les vulnérabilités du navigateur pour pouvoir les exploiter. Une fois qu'une faille permettant l'exécution de commandes a été trouvée sur le poste, il est alors possible de lancer des scripts PowerShell, c'est ce qu'on voit sur le bas, et donc c'est le moment où le DR détecte l'attaque comme une tentative de contrôle à distance, donc de commande and control. C'est ce qu'on va voir tout de suite au niveau des slides sur l'interface de l'EDR. Donc ce que vous voyez ici, c'est la page principale liée à l'alerte de l'attaque. Dans le cas de Cybereason, cette attaque est appelée un malop, cette alerte plutôt est appelée un malop, pour malicious operation, opération malicieuse. Et donc ce qu'on peut voir, c'est que l'ensemble des éléments liés à cette activité sont regroupés ensemble et affichés de façon intelligible. Une timeline est présente en bas, et donc elle permet de suivre les opérations de l'attaquant dans le temps. Il y a également la possibilité donc, de faire des actions sur le poste, donc ce que je vous ai affiché en haut à droite. Dans le cas présent, comme dit précédemment, ça a bloqué au moment du lancement du script sur la machine. Et donc, il n'y a pas de fichier résiduel à mettre en quarantaine, de clé de registre à supprimer. L'EDR n'affiche que les actions qu'il considère comme pertinentes. Donc, dans le cas présent, en fait, c'est tuer le process, parce qu'il n'y a pas de choses résiduelles. Mais on aurait pu mettre en quarantaine des fichiers, etc. Et donc, tout ça, c'est géré par Cybereason. Il n'affiche que les choses pertinentes, et ce qui évitera d'interrompre la production. Les informations de différentes sources comme l'antivirus, les connexions réseau, les lancements de process, les commandes sont mis en relation les unes avec les autres afin d'identifier un comportement et y répondre. C'est ce qu'on appelle la corrélation. Et donc tout ça est regroupé dans l'interface du malop. L'exemple ici porte sur un poste unique, mais la corrélation se fait sur la plateforme sur l'ensemble du SI. C'est-à-dire que si nous avions une attaque simultanée sur 5 postes, par exemple, l'ensemble des informations serait regroupées dans l'interface. Je ne vais pas rentrer énormément dans le détail de l'interface, sinon on serait trop long, mais je vais quand même faire des petits focus sur certains points, notamment ici sur le process Firefox. Donc on peut voir que les connexions effectuées par le process Firefox au moment de l'attaque et à destination de différents sites ont été collectées par l'EDR. Donc cette collecte permet a posteriori de parcourir ces informations de façon facile. Cybereason collecte un grand nombre d'informations, comme les exécutions des connexions réseau, les requêtes DNS, les drivers chargés, les fichiers et leurs modifications, l'exécution de commandes.
les modifications de clés de registre et les process et bien d'autres. Donc, je vais revenir sur ce dernier point tout de suite après. Donc là, comme vous avez présenté tout à l'heure Dorian, là, on est sur le cas d'une évidence. À ce niveau-là, ce n'est pas encore considéré comme un malop. On ne sait pas encore si c'est malicieux ou pas. Et donc, si on passe sur la suite, qui est sur les process, à ce moment-là, on peut voir que l'EDR fait le lien entre les différents process. Donc, on voit Firefox en fait qui est ici, qui emmène vers le JavaScript. Donc là, c'est donc j'ai mis le 4. Hein, en fait c'est l'exploitation de la faille du navigateur pour pouvoir exécuter des commandes. Et donc là, c'est la partie où on va commencer à exécuter différentes commandes jusqu'à lancer du PowerShell pour prendre la main sur le poste. Et donc là, c'est là que le DR s'est déclenché, a généré le malloc parce qu'il était sûr que c'était vraiment malicieux. Et donc du coup, on peut voir que c'est entouré en rouge et que la raison associée, c'est du command and control. C'est ce qu'on voit là. Je vais, comme dit tout à l'heure, je ne vais pas forcément rentrer plus dans le détail sur cette partie-là, donc je vais juste vous résumer un peu l'intérêt qu'a un EDR dans l'approche du SOC. Donc l'EDR, via sa capacité à agréger, à mettre en relation des données provenant de plusieurs niveaux, comme les postes, les connexions réseau, les process, les commandes, les fichiers et beaucoup d'autres choses. Il permet un gain de temps important sur l'analyse et la détection d'attaques et ainsi que la réponse à y apporter. Donc les capacités de remédiation intégrées permettent d'isoler, de remédier rapidement à un incident pressant sur un poste de travail. C'est un gain de temps et donc d'argent important en comparaison à l'antivirus ou au PP seul, qui n'a pas le même niveau de visibilité ou de corrélation. Il nécessite plus de temps pour les équipes SI afin de comprendre l'origine d'une attaque et d'y remédier. C'est une solution qui est moins coûteuse qu'un SIEM et qui nécessite une infrastructure, qui lui nécessite plutôt une infrastructure plus lourde et une équipe plus conséquente. Il peut d'ailleurs être mis en relation avec ce dernier pour le décharger ou le compléter pour les entreprises qui souhaiteraient avoir une couverture maximum. Et donc pour conclure, l'EDR permet un bon niveau de protection sur le périmètre des endpoints. Cependant, il faut, pour maintenir des profils de sécurité à jour et traiter efficacement les alertes quotidiennes du personnel formé sur ce genre d'activité. Merci d'avoir suivi cette présentation. Je passe la main à mon collègue Dorian pour la partie hunting qui concerne la recherche d'attaques qui n'auraient pas été détectées automatiquement. Oui, merci Jean. France, si tu peux passer la main s'il te plaît. Oui, super. Normalement c'est bon. Vous voyez bien mon écran? Impeccable. Superbe. Alors, concernant l'investigation, c'est plus précisément ce qu'on appelle de la recherche proactive, du hunting ou de l'investigation de manière générale. Donc, chez Cybereason, on va se baser sur deux principes. Le premier, c'est que ces requêtes soient proches du temps réel. Et on est capable de le faire puisque la base de données, donc qui va stocker toutes ces métadonnées qu'on a récupérées sur les postes, est stockée en mémoire vive. Et en mémoire vive, on parle en microsecondes, là où sur des disques durs, on parle en millisecondes. Et c'est la raison pour laquelle, quand je vais commencer à faire des requêtes, vous allez vous rendre compte que c'est aussi rapide que de faire une recherche Google. Et le second principe, c'est que chez Cybereason, on n'a pas besoin de connaître un langage de programmation pour pouvoir effectuer des requêtes. Là où chez Microsoft, on devrait apprendre de custo, chez d'autres, du dérivé du SQL. Ici, c'est absolument pas le cas. On peut tout faire en clic bouton. Si on veut, on peut faire des requêtes en texte, mais c'est absolument pas nécessaire. Donc, concernant ces recherches de signaux faibles, une des premières choses que je vais pouvoir faire, par exemple, c'est aller chercher les machines ayant exécuté des process qui n'ont pas déclenché d'opération, mais qui ont des suspicions. Donc, c'est véritablement la définition des signaux faibles. On n'a pas déclenché on n'a pas signalé de menace. Par contre, on a vu qu'il y avait des choses anormales qui s'étaient produites. Donc, on va aller voir ce qui s'est passé. Je fais ma requête, je lance ma requête. Et voilà, en une seconde, j'ai requêté l'entièreté de ma base de données et j'ai directement les réponses. Et ce que je vois en termes de process, donc je vais en voir plusieurs, je vais voir du MSB, je vais voir du net, je vais voir tout ce qui a pu se passer.
Et l'éclair, en fait, l'éclair rouge ici m'indique que c'est une suspicion et non un malop. L'icône du malop, c'est le petit icône ici en forme d'octogone, d'hexagone, pardon, qui ne s'est pas déclenché puisque je lui ai demandé de ne pas les filtrer. Donc, je peux faire de la recherche d'événements suspicieux pour aller voir un peu plus loin si menace potentielle il y aurait d'après moi en tant qu'analyste. Donc, une fois que j'ai mes résultats, je peux directement cliquer pour aller voir ce qui se passe. Et j'ai, un petit peu comme la fenêtre que vous a montré Jean tout à l'heure, la même fenêtre, mais embarquée dans la fenêtre ici d'investigation pour aller voir un peu plus loin ce qui s'est passé. Donc là, je vois que j'ai pris au hasard, hein, ce process s'est lancé sur la machine de Lucia avec l'utilisateur Lucia via RagSVR qui lance un exécutable et lui-même ayant lancé 2 enfants. Je retrouve la fameuse timeline qui raconte toute l'histoire de la cyberattaque, les fameuses suspicions, donc les événements suspects. Voilà, je vois que il y a eu un moteur de Stable qui s'appelle le Fileless qui nous protège contre les attaques sans fichier, c'est-à-dire les attaques qui sont lancées en mémoire. Je vois que ça s'est déclenché, ok, et je vois plusieurs évidences. Et ensuite d'autres informations un peu plus classiques qu'on retrouve sur des fichiers, le pass et éventuellement la ligne de commande qui peut être assez intéressante pour voir exactement ce que l'attaquant a lancé. Donc j'ai vraiment tout en une seule page et je peux aller encore plus loin que ça, hein. Je vais reprendre le cas de Jean qui était sur un command and control. Eh bien, en 10 secondes, je peux créer Market pour détecter ce qui a pu se passer dans le cadre d'un command and control. Donc, par exemple, imaginons que le command and control était au Japon, je vais chercher les machines ayant lancé des process, alors pourquoi pas ayant déclenché un malop, hein, allons-y, ayant effectué des connexions distantes vers n'importe quel pays. Ici, je sais que sur le Japon, je vais avoir quelque chose qui va clignoter. Le Japon. Et j'ai directement, encore une fois, en une demi-seconde, j'ai tous mes résultats, des IP concernés, incriminés, des process concernés par ces cas de, qu'on imagine de command and control. Donc après, pareil, on clique dessus, on va investiguer, on va voir ce qui s'est passé, etc., etc. Et la machine concernée. Donc là, en 10 secondes, j'ai créé Market et j'ai eu la réponse à ma question d'analyste. Une autre chose que vous pourrez remarquer aussi, c'est que les URL ici bougent en fonction des requêtes que je fais. Tout simplement, c'est du get, donc on a cette possibilité. Et ça, c'est très intéressant en tant qu'analyste. Pourquoi? Parce que cette barre d'adresse ici, je peux venir la copier et la coller, enfin la coller, plus précisément, la partager à d'autres analystes. Je vous donne un exemple. Log4j, Sabehuisen avait écrit un billet sur ce qu'est Log4j, comment ça se passe, comment s'en protéger, etc. Et très souvent, Sabehuisen vous fournit directement des requêtes ici que vous pouvez venir coller dans votre barre d'adresse et qui, là, dans le cas de Log4j, vous dit tout simplement, bah, si vous avez une occurrence qui se passe lorsque vous effectuez cette requête, ça signifie que vous êtes potentiellement affecté par cette faille de Log4j. Alors là, ce n'est pas le cas, mais autrement, j'aurais eu cette remontée. Ça, c'est une chose qui est intéressante. Donc voilà, un moteur qui va permettre de faire de l'analyse proactive. Et si, bien évidemment, si vous n'avez pas le temps ou pas les ressources, Codagis peut vous accompagner, alors soit dans la gestion quotidienne du parc et ou également dans ces systèmes d'investigation proactive, donc avant même qu'une menace ne soit qu'une vraie menace ne soit déclenchée. Je te relaisse la main, Franz. Eh bien, merci Dorian. Alors, moi, je vais réactiver ma petite présentation. Voilà. Et est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Parfait. Alors du coup, maintenant que vous avez vu tout ça, concernant le endpoint, pourquoi ils sont ciblés, comment s'en protéger avec un EDR, pourquoi il faut rajouter un SOC. Comme on se le disait tout à l'heure, de base, le prédicat qu'il faut se dire, c'est qu'un événement de sécurité, il y en a forcément un jour, et un incident, il y en aura aussi toujours un jour. Il n'y a qu'à brancher un firewall sur une nouvelle connexion Internet, vous seriez étonné de voir à quel point on se fait scanner dès les premières connexions sur un nouvel accès. L'idée, c'est quand même de dire, il faut
finalement avoir les capacités de réaction et de maintenir en fait ces capacités de réaction à l'incidentologie avec des personnes qui sont expertes et qui ont l'habitude de traiter de manière opérationnelle et donc efficace ces incidents de sécurité. Ce qu'il faut bien comprendre également, c'est que on en a parlé, hein, les solutions de sécurisation, elles permettent, et notamment Cybereason, de remonter des indicateurs pertinents et des capacités d'analyse extrêmement intéressantes, mais seules ces solutions ne peuvent pas faire et traiter tous les événements de sécurité de manière définitive, finalement. Donc il y a de toute façon besoin d'avoir ces analystes. Également, quand on est sur des problématiques liées au temps de détection d'incidents de sécurité, l'automatisation, c'est bien. La levée de doute sur des événements de sécurité pour décharger les équipes et se concentrer uniquement sur ce qui est essentiel. Aujourd'hui, il y a de super solutions d'orchestration qui permettent justement de faire ce triage qui n'existait pas ou qui n'était pas en tout cas suffisamment industrialisé et exploitable en l'état. Aujourd'hui, concrètement, rien ne peut remplacer un analyste, aussi bien dans le temps passé dans la qualification que dans la capacité à qualifier des faux positifs, certes, mais peut-être élever ou descendre un niveau de sévérité lié en fait aux événements de sécurité. Donc, et pour rappel, l'analyste finalement, ça va être pas simplement une personne qui est en capacité de qualifier un incident, puisqu'un incident, il n'a de sens que si, au-delà de la dimension de l'impact, l'impact est en fait associé à un contexte métier qui régit ces définitions de l'impact. Donc ça va vraiment être un lien entre le périmètre client à protéger, le périmètre métier à protéger, l'incident de sécurité, le potentiel impact, la synchronisation avec les équipes métiers concernant la détection et la remédiation et l'impact sur la production potentielle. Ça va vraiment être ce lien intelligent qui manque finalement aux outils. Donc aujourd'hui, dans une approche choc EDR par Codagis, qu'est-ce qu'on propose aujourd'hui? On propose un service avec une surveillance en 24/24, 7/7, donc du coup des endpoints. Du coup, une qualification par des experts de ces alertes lorsqu'il y a besoin, hein. Et surtout une investigation sur les fameux signaux faibles dont vous parliez tout à l'heure, Dorian, pour éventuellement faire de la recherche sur des événements qui ne sont pas remontés comme des alertes, mais qui peuvent amener à peut-être ce qu'on appelle des faux négatifs, ou alors à une attaque en devenir, hein. On est peut-être sur de la reconnaissance. C'est un portail client où on peut à la fois gérer le DR et surtout gérer ces tickets qui sont les tickets d'incident, mais également les tickets de changement, parce qu'on est sur une offre industrialisée, hein. Donc, comme on se disait tout à l'heure, il faut faire vivre le service en fonction des évolutions métiers du périmètre à protéger, mais des menaces et donc du coup des scénarios de détection et de réaction qu'il va falloir mettre en place. On est sur des alertings qui sont qualifiés et ciblés. C'est pas des alertes tout le temps et beaucoup de mails, c'est uniquement des alertings ciblés vers des personnes via une matrice de communication qui a été élaborée. Ce point est important. Les théories des attaques, on peut le faire de 3 manières différentes, soit directement via l'EDR de manière automatisée, soit via un analyste. Alors évidemment, chaque client peut choisir aussi de faire sa propre remédiation, mais l'analyste, il peut agir de 2 manières. Soit il agit en passant par une validation préalable du client, soit il peut agir via une délégation qui peut être écrite et signée au démarrage du contrat sur un certain nombre de cas et d'événements qu'on peut évidemment faire vivre dans le temps. Et en termes de reporting, on a un reporting après chaque attaque, fourni par un analyste. On a un reporting mensuel fourni systématiquement. Et vous le verrez plus tard, on propose une gouvernance qu'on peut adresser à ce service. Alors, la méthodologie mise en place du service, en fait, elle est structurante et donc nécessairement structurée. Donc, on passe par nous, l'objectif de la mise en place du service, c'est vraiment de faire progresser la maturité de la politique de défense. C'est-à-dire qu'on va proposer le service sur un premier périmètre de endpoint avec, on pourrait dire, une dizaine ou une cinquantaine de endpoints. On va essayer de trouver tous les cas un petit peu spécifiques dans les zones cibles sur lesquelles on va implanter l'agent Cybereason, du coup. Ça va nous permettre à la fois d'implémenter déjà une grosse partie de la politique de défense, de lever les complexités opérationnelles qu'on va avoir dans le déploiement. Dans la phase de déploiement, on va très largement étendre le périmètre. On va commencer à mettre en place la plupart des processus cibles. Et dans la phase de transition, on termine les derniers cas, finalement, de complexité qu'on a pu mettre en place. On établit les matrices de communication, de réaction, les processus de gestion d'incidents, les habilitations, bien sûr.
Et là, on arrive directement sur le run. Alors, point important, je vous ai mis à titre indicatif les délais de déploiement du service. On indique 3 mois. Dans la pratique, vous le verrez, un des discours sur le marché, c'est « Moi, je peux vous déployer un EDR en quelques minutes ». Oui. Déployer en soi un agent sur un endpoint en le poussant via un serveur central, oui, ça peut aller relativement vite. Le problème n'est pas là. Là, on est vraiment dans une conception de on met en place un service avec des délais de réaction et d'incidents on a des délais, pardon, excusez-moi, sur la détection de contact dans le cadre de la qualification et dans la rémédiation des incidents. Et aujourd'hui, ce qui prend du temps, c'est pas tellement le déploiement de l'outil, c'est la capacité de mobilisation en fait côté client face à un service qui en soit déjà industrialisé, mais qui doit s'adapter à un contexte client. Donc on peut aller très vite, vraiment très vite. En quelques semaines, ça peut aller vite. C'est pour ça que je vous ai mis inférieur à 2 mois, mais très souvent, le retour d'expérience que nous avons, c'est pour proposer un service efficace. Malgré toute l'orchestration qu'on peut mettre en place dans le service, il faut une réelle implication des clients. Parce que comme vous le voyez en bas, la politique de défense, parfois on se rend compte d'un certain nombre de choses pendant la phase de déploiement. Il y a des choses à corriger sur le périmètre client avant de passer en run. Et c'est encore la meilleure des solutions, c'est-à-dire avancer step by step dans le déploiement, en structurant du coup la politique de défense et en créant une organisation qui sera à même de réagir efficacement en cas d'attaque, sans que la gestion de crise se transforme en une crise ingérable. Alors justement, pour la petite présentation de la gestion des incidents, du coup on est sur une remontée d'alerte qui provient soit de l'EDR, soit d'un mail client, puisqu'on peut très bien avoir un faux négatif, ça arrive, ou alors des suspicions sur un incident sur lequel il n'y a pas eu de malop, par exemple. Donc, on a une création de ticket. Cette création de ticket fait office de prise en charge officielle du ticket par les équipes SOC. On a une phase de qualification pour évaluer les faux négatifs et évacuer les faux négatifs. Et on arrive ensuite en phase d'accompagnement sur incident avec les 3 cas que je vous ai cités. S'il y a eu des réactions automatiques, elles ont déjà été faites, donc il faut suivre ces réactions automatiques. S'il y a des actions à faire, soit il nous faut soit l'accord du client, soit on a déjà un niveau de délégation et donc on intervient immédiatement. On réalise un certain nombre d'actions. Quand on arrive en fait sur ce qu'on appelle normalement la fin de l'incident de sécurité, évidemment, on ne ferme pas l'incident de sécurité pour dorer et passer en vert des KPI. On va vraiment attendre une validation du client avant la fermeture officielle de l'incident. En termes de gouvernance, donc on adosse à ce service qui est quand même déjà en fait en somme toute assez complet en termes de pilotage de la prestation et du service, grâce au reporting que je vous ai indiqué et les accès aux interfaces que je vous ai déjà cités. En parallèle, en fait, on propose un niveau de gouvernance qu'on a packagé selon 3 approches. L'idée, c'est d'avoir un service sur lequel on peut proposer un accompagnement qui est basé soit sur un accompagnement plutôt technique, donc un point entre équipes techniques, soit des comités de pilotage classiques dans le cadre de l'infogérance pour le suivi des tickets, le respect des SLA et ainsi de suite, et les pénalités à mettre en place s'il n'y a pas de respect, et éventuellement l'ajout de comités stratégiques. Donc en fait, ça ne sera pas présenté aujourd'hui, mais on a packagé un petit peu ces approches, et du coup, on est en capacité de fournir un niveau de gouvernance qui est adapté en fait aux attentes de nos clients et aux réalités opérationnelles, métiers et de gouvernance propres en interne chez le client. On s'adosse totalement à l'organisation en place. Alors, ce qui est important aussi, c'est que le service, je vous l'ai dit, on l'a industrialisé. Ce qui veut donc dire que dans un service, il y a de l'incidentologie, forcément, on est sur de l'incidentologie sécurité. Et il faut prévoir aussi tout ce qui va être gestion de changement pour faire vivre le service au cours du temps. Donc pour les incidents, on a une notification sous 30 minutes. Dans la pratique, la notification elle est quasi immédiate via l'outil. Le sujet, c'est plus d'avoir un SLD qui soit en phase avec ce qu'on a aujourd'hui sur le marché. On est sur des SLO, sur des incidents maîtrisés, c'est-à-dire sur lesquels il y a déjà eu des actions de remédiation et au cours de la qualification, on se rend compte qu'il n'y a pas d'autres actions réalisées. Ou comme on vous en parlait tout à l'heure sur l'investigation sur les signaux faibles, donc ce qu'on appelle le threat hunting. En l'occurrence, il y a une recherche une fois par semaine, ça peut aller à 2 fois par semaine. Pour la gestion des changements,
Donc ces structures également, on a un catalogue, hein, donc avec des changements mineurs, des changements médiums, avec de la prise en compte, de l'analyse et de l'application du changement. Et on est en capacité de faire vivre ce catalogue, bien sûr, hein, en fonction des requêtes qui nous sont envoyées. Donc si un changement est hors catalogue, forcément une approche très italienne, c'est de qualifier ce changement, éventuellement de voir si on peut l'industrialiser ou pas, et dans tous les cas de vous proposer un devis pour le réaliser si on est totalement hors scope. Ce qui n'est pas prévu puisque le service est suffisamment industrialisé. Mais vu qu'on est au plus proche des attentes de nos clients, on est en capacité d'avoir cette flexibilité. Du coup, en synthèse de cette présentation, le SOC EDR de Codegis, donc qu'est-ce que c'est? C'est déjà une protection contre les attaques, vous l'avez vu, hein, une protection aussi bien dans la détection immédiate que dans la capacité de détection, on va dire, de signaux faibles. C'est aussi du coup une capacité toujours via l'outil d'analyse, aussi bien pour des analystes SOC optimisés pour, mais également pour les clients. Le service en lui-même, il fonctionne en 24/24, 7/7. On est capable de s'adosser nous au fonctionnement qu'on a chez nos clients, c'est-à-dire qu'on peut faire du 8/5 et on peut proposer le 24/7 en option. Là, il y a une réelle isolation de l'attaque, c'est pas tout est fait automatiquement et on espère qu'il n'y a rien d'autre. À travers chaque attaque, il y a une qualification via un expert qui ne remplacera de toute façon jamais la pure automatisation. On n'est pas encore dans Terminator. Et vous avez donc accès à des IHM pour donc un self-care suffisamment avancé pour vous permettre d'avoir déjà une visibilité sur votre service et sur les événements qui sont en cours. Et bien sûr, l'expertise que je vous ai déjà présentée. Voilà, on a terminé notre présentation. Je pense qu'on est pile poil dans les temps, parce qu'on a démarré avec 2-3 minutes de retard. Est-ce que vous avez du coup des questions éventuelles? Je vous laisse les poser du coup vous avez un petit bouton fait exprès pour poser des questions. Et du coup, on va tâcher d'y répondre. Merci Franz. Effectivement, n'hésitez pas à poser vos questions dans le module questions. C'est prévu à cet effet. Franz, j'ai une question pour toi. Oui. Quels sont les avantages d'un EDR sur les EPP? Alors c'est quelque chose qu'on a du coup qu'on a présenté un petit peu tout à l'heure. Je vais peut-être un petit peu plus loin dans le détail. Donc l'EDR, on a cette corrélation, on va dire statique et comportementale qu'on peut retrouver dans certains EPP. On a une approche un tout petit peu différente maintenant. Ce qui est intéressant, c'est les capacités d'enrichissement transverse, ce qui était peut-être un petit peu moins marqué dans le passé, avec de la threat intelligence externe, mais aussi interne, voire de l'enrichissement lié au contexte interne. Et le gros avantage qu'il y a, c'est que notamment avec Cyber Reason, vous avez une corrélation en fait de l'ensemble des événements, comme vous le présentez tout à l'heure, Jean, certes sur le périmètre du endpoint, mais plus globalement en fait sur l'ensemble du SI. Ce que vous expliquez, Jean, vous pouvez voir en fait un événement sur un poste, mais s'il y a plusieurs postes qui sont affectés, vous avez en fait l'ensemble des postes. Ce qui veut donc dire que lorsque vous êtes un analyste, vous allez aller rapidement, aussi bien dans la qualification de l'événement lui-même que sur le niveau de propagation de l'infection. Et ça permet du coup d'avoir une réactivité aussi bien sur l'événement lui-même que du coup sur le containment au niveau de l'infection globale qui est optimisée, quoi. Très bien, merci Franz. On va attendre un petit peu que les participants posent leurs questions. Pour l'instant, je n'en ai pas d'autres. N'hésitez pas à poser vos questions via le module chat ou le module questions. Alors, je pense que j'ai été très claire, Franz. Franz, je n'ai pas d'autres questions. D'accord. Je pense qu'on va pouvoir clôturer ce webinaire. Merci à tous pour votre participation. J'espère que ce webinaire a répondu à toutes vos questions. Vous recevrez, comme convenu, le replay d'ici quelques jours. Et voilà, en attendant, n'hésitez pas à nous contacter. Peut-être que Franz, tu peux partager la slide sur les moyens de nous contacter, celle qui est juste après. Oui, bien sûr. Voilà, donc n'hésitez pas à contacter nos équipes si vous avez des questions, si vous souhaitez avoir des précisions ou si vous souhaitez qu'on vous accompagne dans vos projets.
De nouveau, merci pour votre attention et votre participation. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée.